Est-ce que quand vous parlez français, vous sonnez un petit peu comme ça? Une pain au chocolat. Un, pas une, un pain au chocolat. Si oui, alors cette vidéo est pour vous. La prononciation en français, c'est assez compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai préparé un guide spécial prononciation en français qui récapitule toutes les règles essentielles à connaître pour une bonne prononciation en français. Pour le télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description, entrez votre adresse mail et vous recevrez le guide de prononciation directement dans votre boîte mail. Ensuite, vous continuerez à recevoir les PDF gratuits de mes vidéos, mais bien sûr, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours d'1 heure sur le thème de la prononciation en français. Je vais vous donner des conseils pour mieux comprendre les Français qui parlent vite. Il y aura aussi des exemples de bonnes et de mauvaises prononciations et même un test. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. La prononciation orale du français est parfois très différente de ce qu'on voit écrit. Dans la vidéo qui suit, je vous donne des conseils pour comprendre le français parlé. Il y a même un petit test à la fin. Le français, c'est une langue très stricte à l'écrit. On a beaucoup de règles de grammaire et une orthographe un peu spéciale à respecter. Mais à l'oral, le français devient un peu plus souple et suit un petit peu moins les règles. Donc, si vous avez appris le français uniquement grâce aux livres ou bien à l'école, je suis sûre que vous avez parfois un peu de mal à comprendre le français qu'on parle dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de différences entre le français oral, le français qu'on parle dans la vie de tous les jours, et le français écrit qui est plus formel et réservé à des communications officielles. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons qui vous empêchent de comprendre facilement le français parlé. La première raison, les contractions orales. Les Français adorent contracter les mots quand ils parlent. Donc c'est un peu plus difficile de les comprendre parce que la langue est moins articulée. Mais heureusement, c'est pas si compliqué. Une des contractions les plus courantes, c'est celle du pronom je. On va rarement prononcer le son E du mot je, mais on va le contracter avec le verbe ou le mot qui le suit. Par exemple, je dois partir devient je dois partir. Je le vois devient je le vois. Je mange devient je mange. Et devant les mots qui commencent par le son f, que, pe, se ou te, on va prononcer le son ch au lieu du son je. Par exemple, je fais la cuisine devient je fais la cuisine. Je crois bien devient je crois bien. Je passe demain devient je passe demain. Je suis là devient je suis là. Je te dis devient je te dis. Et on va s'intéresser maintenant au pronom il qui est lui aussi très souvent contracté à l'oral. Devant une consonne, on va rarement prononcer le son l du mot il, on va simplement prononcer i, ce qui va donner il vient, il vient. Il y en a, il y en a. Mais devant une voyelle, ce n'est pas le cas. On fait bien la liaison avec le L. Par exemple, il arrive ou bien il ouvre. Mais alors, comment ça se passe au pluriel? Avec le pronom il avec un S. Eh bien, à l'oral, on va pas prononcer le L, on va pas prononcer le son L, mais on va garder le S pour faire une liaison. Ça va être un peu plus simple quand vous allez voir les exemples. On va donc avoir ils arrivent qui devient ils arrivent.
ils ouvrent qui devient ils ouvrent. Et en français, on contracte pas seulement des pronoms, mais on va aussi contracter des mots entiers. Ce sont souvent des mots qu'on utilise très souvent au quotidien. À l'oral, peut-être devient peut-être, parce que devient parce que, enfin devient fin, maintenant devient maintenant, tout à l'heure devient tout à l'heure, tout de suite devient tout de suite. Et maintenant que vous savez tout ça, petit exercice. Prenez un papier et un crayon et essayez d'écrire la phrase que je vais dire en français parlé. Je passe maintenant ou tout à l'heure? Enfin, il faut que tu me dises parce que je dois peut-être partir plus tôt. Je passe maintenant ou tout à l'heure? Enfin, il faut que tu me dises parce que je dois peut-être partir plus tôt. Je passe maintenant ou tout à l'heure? Enfin, il faut que tu me dises parce que je dois peut-être partir plus tôt. À l'oral, j'ai beaucoup contracté tous ces mots. J'ai dit je passe maintenant ou tout à l'heure. Enfin, il faut que tu me dises parce que je dois peut-être partir plus tôt. Et à l'écrit, on écrirait ça. Je passe maintenant ou tout à l'heure. Enfin, il faut que tu me dises parce que je dois peut-être partir plus tôt. Alors attention, je ne dis pas que vous devez vous aussi faire la même chose et faire des contractions quand vous parlez à l'oral en français. C'est vraiment libre à vous de décider est-ce que vous vous sentez à l'aise ou pas. Au début, ça paraîtra peut-être un peu bizarre et ensuite ça viendra plus naturellement. Mais de toute façon, il faut apprendre les règles de base pour ensuite comprendre les modifications que les locuteurs natifs se permettent de faire. Une autre différence entre le français oral et le français écrit, c'est l'utilisation des apocopes. C'est ce qui rend la compréhension un peu difficile parfois. Mais une apocope, c'est quoi? Une apocope, c'est un mot qu'on a raccourci. Et ça n'existe pas seulement en français d'ailleurs, mais dans énormément de langues. On dit par exemple maillot pour mayonnaise, prof pour professeur, kilo pour kilogramme, etc. Et il n'y a pas vraiment de règles en ce qui concerne le choix des mots qu'on peut raccourcir ou non. Ça fonctionne avec certains mots et avec d'autres, non. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. Le point commun que ces mots ont, c'est qu'au départ, ils ont quand même au minimum 3 syllabes et que ce sont des mots assez courants qu'on utilise tous les jours. Et comme aujourd'hui, tout doit aller très vite, on raccourcit aussi les mots. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais vous donner 3 secondes pour essayer de deviner de quels mots proviennent ces apocopes. Dac. D'accord. L'orga. L'organisation. La compta. La comptabilité. Une manif. Une manifestation. Une cata. Une catastrophe. Un appart. Un appartement. Le ciné. Le cinéma. Le resto. Le restaurant. La troisième difficulté de compréhension du français parlé, c'est l'utilisation des mots d'argot. Les mots d'argot, ce sont des mots synonymes de mots de français courants, mais qu'on utilise dans un contexte très familier. En famille ou entre amis, dans un cercle social où on peut utiliser un langage très décontracté. C'est pas le genre de langage qu'on s'attend à entendre de la part d'un politicien, par exemple. Et il y a quelques années, on a même eu un petit scandale quand Emmanuel Macron, l'actuel président de la République en France, a utilisé cette phrase. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Il a dit un pognon de dingue, qui est une expression très familière.
Le pognon, ça veut dire l'argent. Et dingue, ça veut dire fou. Un pognon de dingue, ça veut dire une quantité folle d'argent. Donc, selon la situation où vous vous trouvez, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont utiliser des mots d'argot. C'est très très courant et il y en a beaucoup. Et je vais vous donner quelques-uns des plus courants. En argot, le travail, c'est le boulot. Un ami, c'est un pote. Un homme, c'est un gars. Un policier, c'est un flic. Une voiture, c'est une caisse. Des vêtements, c'est des fringues. Et il y en a encore énormément. Je vous laisse en lien ici d'ailleurs une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Maintenant que vous comprenez les Français, il faut que les Français vous comprennent. Dans cette vidéo, je vous donne des conseils pour être mieux compris par les Français. Bonjour, vous avez choisi? Pour moi, le vent blanc. Un vent blond. Le vent blanc. Un vent blond. Un vent blond, c'est quoi? C'est un cocktail? Le vent blanc. Le vent rouge. Le vent blanc. Ah, un vin blanc. Un vin blanc. Ok, non, parce que j'avais compris. Ok, très bien. Un vin blanc. Et pour vous? Un jus de fruit. Une joue de fruit. Orange, jus de fruit. Ah, un jus de fruits à l'orange. Ok. Un vin blanc, un jus de fruits à l'orange, ça marche. Est-ce que ce petit sketch a ravivé quelques souvenirs douloureux chez chacun d'entre nous? Je pense que oui. On a tous vécu cette situation. On est en voyage, on a envie que la personne à qui on parle nous comprenne dans sa propre langue et la personne ne comprend pas. Ça me rappelle un moment assez drôle que j'ai vécu en Italie. J'étais au restaurant avec mon frère et il n'avait pas vraiment envie de faire d'efforts sur la prononciation et il a demandé au serveur Quattro tiramisu. Et le serveur n'a jamais compris ce qu'il a essayé de lui dire. Il a même appelé son collègue pour prendre la commande. Bref, vous l'avez peut-être compris grâce aux exemples que je vous ai donnés, mais si les Français ne vous comprennent pas, ce n'est pas parce que vous manquez de vocabulaire ou bien que vous avez une mauvaise grammaire. Le problème le plus courant, c'est la prononciation. Alors, quand je dis que les Français ne vous comprennent pas, on va nuancer un petit peu ça. Personnellement, si j'ai une conversation avec quelqu'un qui apprend le français, mais qui hésite un peu, fait des erreurs de prononciation, qui cherche ses mots, etc., je vais être un peu patiente et faire des efforts pour comprendre la personne. Mais ça, c'est dans une situation où on a le temps. On prend un café, on discute, etc. On n'est pas pressé. Être pressé, c'est une expression qui veut dire qu'on n'a pas le temps, qu'on doit se dépêcher de faire les choses. Et dans la vie, il y a des situations où on est pressé. Les gens qui sont les plus pressés dans leur travail, souvent ce sont les serveurs au restaurant, les caissiers au supermarché, les vendeurs à la boulangerie, bref, les gens qui ont beaucoup de clients et qui ne peuvent pas prendre le temps pour chaque personne. C'est donc les personnes qui ont un peu moins de temps pour faire des efforts pour comprendre les étrangers. Alors bien évidemment, je généralise, il y a des personnes qui vont faire l'effort de vous comprendre, mais c'est généralement dans ces situations qu'on vous comprendra le moins bien. Mais pourquoi? Vous faites des efforts pour parler français, vous apprenez la langue depuis longtemps, et pourtant, les Français ne vous comprennent pas. Est-ce qu'ils le feraient pas un petit peu exprès? Est-ce que les Français sont si arrogants qu'ils ne veulent faire aucun effort pour vous comprendre? Personnellement, je ne crois pas. Depuis tout petit, vous apprenez votre langue maternelle, votre propre langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'arabe, le chinois, etc. Vous apprenez des sons, vous apprenez du vocabulaire, vous apprenez des règles de grammaire, mais vous apprenez aussi à écouter et reconnaître les caractéristiques phonétiques de votre langue. Et souvent, quand on apprend une autre langue, on a tendance à apporter quelques-unes de ces caractéristiques dans la langue qu'on apprend.
On peut appeler ça avoir un accent. Imaginez un Français qui parle anglais. Il va parfois se tromper sur la place de l'accent tonique sur certains mots. Et en anglais, c'est très important. Par exemple, si je dis intensity, vous allez me dire non, c'est faux, c'est intensity. Et dans certains cas, si l'accent tonique est placé au mauvais endroit, vous n'allez peut-être même pas comprendre ce que la personne essaye de dire. Ça m'est arrivé il y a quelques jours avec une amie espagnole, j'ai dit le mot ácido et elle m'a regardé un petit peu étrangement et elle m'a dit ácido, ácido, ah, ácido. Pour moi, qui ai une oreille française, c'est quelque chose que je trouve assez étrange. J'ai du mal à comprendre qu'un mot soit incompréhensible juste parce que l'accent tonique n'est pas au bon endroit. J'ai l'impression que c'est une toute petite erreur, mais j'imagine que vous ne pensez pas la même chose. Et en français, c'est aussi le cas. Il y a des petites erreurs qui rendent la compréhension un peu plus difficile. La première, c'est de se tromper avec le son des voyelles. L'exemple que je donne souvent, c'est celui des anglophones qui disent souvent « je dors » au lieu de « j'adore ». Si vous prononcez mal le « a » dans « adore », on comprend « je dors ». Ah! Par exemple, si vous dites « je dors la nuit », est-ce que c'est « j'adore la nuit »,« je dors la nuit » On ne sait pas. La seconde erreur, c'est de se tromper avec le son des voyelles nasales. En français, on a beaucoup de petits mots d'une seule syllabe et si on change le son de la voyelle, ça devient un autre mot qui a un autre sens. Dans le sketch du début de la vidéo, j'ai utilisé l'exemple des mots vin et vent et blanc et blond. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Par exemple, le pont, le pan, le pain, la fin, le fan, le fond, un, en, on, etc., etc. Bien sûr, selon le contexte, on vous comprendra même si vous vous trompez, mais c'est toujours mieux de maîtriser ces sons-là. Dans mon cours de prononciation, vous trouverez d'ailleurs des exercices pour arrêter de les confondre. Je dis ça, je dis rien. Enfin, une des dernières erreurs, si on peut appeler ça comme ça, c'est de prononcer les mots de la même manière qu'on les prononce dans sa langue maternelle. Le français a beaucoup de mots en commun avec l'anglais et d'autres langues latines. Par exemple, attention, attention. Remarquable, remarkable. Patient, patient. Et vous voyez que même si l'orthographe est la même, la prononciation est complètement différente. C'est pour ça qu'il faut connaître les règles de prononciation de la langue que vous apprenez. Imaginez que vous visitiez Paris et vous demandez à quelqu'un « Où est la tour Eiffel ?» La personne vous répondra sûrement « Eiffel, Eiffel. La tour Eiffel, je connais pas, désolée. » La tour Eiffel, comme ça. Ah, la tour Eiffel, c'est par là. Il y a quand même de fortes chances que la personne vous comprenne parce que la tour qu'on visite en général à Paris, c'est toujours la même. On rentre dans les détails maintenant. Voilà une vidéo plus technique et spécifique sur la prononciation des voyelles en français. Il existe 16 voyelles phonétiques en français. 16, c'est complètement fou. Si on regarde dans d'autres langues romanes, on en a 13 en portugais, 9 en roumain, 7 en italien et seulement 5 en espagnol. Alors, vous êtes sûrement en train de vous dire « Ils sont fous ces Français !» Et c'est pas faux. Mais apprendre la prononciation française, ce n'est pas complètement impossible et je vais vous donner un petit coup de main. Pour cette vidéo, on va se baser sur mon accent. J'ai un accent qui est plutôt standard, c'est-à-dire pas trop marqué. J'ai vécu dans le nord de la France jusqu'à mes 10 ans avant de déménager dans le sud et j'ai aussi vécu 5 ans à Paris. Donc mon accent n'est pas vraiment marqué par une région en particulier. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous aimiez ma façon de parler, de prononcer les mots, ça me fait très plaisir. Et on va donc se baser sur ça pour cette vidéo.
Commençons par la lettre A. Si on regarde l'alphabet phonétique, il existe deux types de A, le A et le A. En France, honnêtement, le son A n'est quasiment plus utilisé. C'est un son que vous retrouverez peut-être si vous regardez des vieux films français. Mais personnellement, je ne le prononce jamais et je ne connais personne qui l'utilise non plus. Pour prononcer le son A, on va prononcer un A bien ouvert, comme dans Paris. Paris. Et non pas Paris, comme je l'entends parfois. On peut retrouver parfois des accents sur la lettre A, mais ça ne change absolument pas sa prononciation. Par exemple, un bras, un gâteau, voilà. Tous ces A se prononcent de la même façon. En français, on retrouve aussi le son et fermé. Pour écrire ce son, on ajoute un accent aigu sur la lettre E. Par exemple, Elisa, vélo, vidéo, vidéo et non pas vidéo, comme je l'entends aussi parfois. En français, on a aussi le son est ouvert. Et c'est le même principe, on va ajouter cette fois-ci un accent grave sur la lettre E pour écrire ce son. Par exemple, dans les mots mère ou bien fidèle. Sur cette lettre E, on peut aussi ajouter un accent circonflexe, un petit peu en forme de chapeau. Si on regarde bien cet accent circonflexe, c'est un petit peu une combinaison d'un accent grave et d'un accent aigu. Pourquoi? Parce que l'accent circonflexe peut faire ces deux sons. Par exemple, le « et » fermé, comme dans « vêtu », ou bien « est » ouvert, comme dans « rêve ». Comment faire la différence dans ce cas-là? On va prononcer le son « est » ouvert dans le cas où le dernier son de la syllabe est le son d'une consonne. Par exemple, on dit rêve, le son V est le dernier son de la syllabe. Mais on dit rêver. Ici, on a deux syllabes. Et je vous passe aussi toutes les possibilités d'orthographe du son et du son est pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Parlons maintenant de la lettre E. On la retrouve dans beaucoup de mots français et c'est important de bien comprendre son fonctionnement. La lettre E fait le son E fermé, comme dans les mots je, me ou petit, par exemple. On peut aussi écrire le son E avec les lettres E, U, comme dans le mot feu, ou bien O-E-U, comme dans le mot veut. Mais en français, il existe aussi le son E ouvert, comme dans le mot ma sœur, ou bien cœur. Ici, c'est le même principe que ce que je vous ai expliqué pour le E fermé et le E ouvert. Si le dernier son de la syllabe est un son de consonne, alors on a un E ouvert. Par exemple, dans le mot déjeune, le dernier son de la syllabe est le son N. Mais dans le mot déjeuner, le dernier son de la syllabe est le son E. En français, on a aussi la lettre O qui fait le son O. Par exemple, une moto. Mais on peut aussi écrire ce son O avec les lettres AU, comme dans le mot aussi. Ou bien avec les lettres EAU, comme dans le mot pot. Et vous vous en doutez peut-être, la lettre O fait aussi le son A, ouvert. A. Par exemple, dans le mot pomme, pomme. Et ça fonctionne encore une fois sur le même principe. Si le dernier son de la syllabe est un son de consonne, alors c'est un A ouvert. On dira par exemple le téléphone, mais téléphoner. Téléphoner. En français, il faut aussi faire attention à ne pas confondre le son U et le son
OU. La lettre U toute seule fait le son U, comme dans le mot fusée, mais les lettres OU ensemble font le son OU, comme dans une fourmi. Et enfin, la lettre I et la lettre Y font le son I. C'est un I assez long, le même I qu'on retrouve dans cheese en anglais par exemple. On va les retrouver dans des mots comme Paris ou bien un lycée. On peut même avoir les deux dans le même mot, par exemple avec le mot physique. On les prononce de la même manière. Allez, on fait une petite pause. On va aller voir comment se débrouillent les Espagnols avec la prononciation française. Et c'est pas facile pour eux. Mangeori. 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 Mangeoire. Mangiare. 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 Mangiuri. Mangiuri. Mangiare. Manjur. Manjur. Mangiare. Mangeoire. Que no. Mangeoire. 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 En français, quand on a un E entre un G et un O, ou bien entre un G et un A, il est muet. On a donc le son je. Au début du mot, on a donc mange, et ensuite on a les lettres O et I qui ensemble font le son wa. Donc, mangeoire. Lionceau. Leonze. Leonze. Lonze. Lonze. Linceau. Leonce hay. Ah. Leonce hay. Hay un poco mejor, dice ella, gracias. Lyon, Lyonceau, Lyonceau. Lienzo. Lienzo. Si. Lionceau. Toma. Lionceau. Quand on a un E après la lettre C fait le son S. Et ensuite, on a les lettres E, A, U qui ensemble font le son O. On prononcera donc lionceau. Meurtre. 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 Maître. Moitre. Meurtre. 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 Meutre. Meurtre, no. ¿Cómo es? Meurtre. 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 Ici, on a les lettres E et U ensemble qui font le son E. Attention, ici c'est un E ouvert. E. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on a aussi les lettres E et U qui font le son E, beaucoup plus fermé, comme dans curieux par exemple. Longtemps. 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 Long temps. Long temps. Long temps. Longtemps. 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 Pas mal. Longtemps. 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 En français, on a beaucoup de lettres muettes, c'est-à-dire qu'elles s'écrivent mais qu'on ne les prononce pas à l'oral. Très souvent, ce sont des lettres qu'on retrouve dans la racine latine du mot. Par exemple, ici, longtemps vient de longus tempus en latin. Ici, c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est un mot qui est composé de deux mots. On a le mot long, où on ne prononce pas le G final, et le mot temps, où on ne prononce pas non plus le P et le S à la fin. Ensemble, on va avoir longtemps. Accueillir. Agulu. Aqualir. Las odio. Aquail. Aquarelil. Aqualir. Acculure. Acculure. Non. Aquilaire. Aquali.
Acioli, no sé. Accueillir. Accueillir. Là, on a un mot un petit peu plus difficile. On va d'abord regarder la fin du mot. En français, quand on a cette suite de lettres I suivie de 2 L, on va avoir le son Y. Par exemple, une fille ou une famille. Attention, il existe quelques exceptions. Et ici, les lettres UE font le son E, fermé. On va donc prononcer accueillir. Attention, il y a une petite subtilité. Ici, on prononce accueillir avec un E fermé parce que ce n'est pas la dernière syllabe du mot. La dernière syllabe, c'est yir. Mais il existe aussi le mot accueil, où ici on a un E ouvert. Accueil. Parce que c'est la dernière syllabe du mot. Accueil, ouvert. Accueillir, fermé. Turlututu. Cosa complicada, ¿eh? Tulutulu. Turlututu. Sí, turlututu. Tourle-toutou. Turlututu. Turlututu. Tourle-toutou. Turlututu. Tourle-toutou. O sea, tourle-toutou. A ver. Turtulut. Turtulut. Turlututu. Ici, ce qui est intéressant, c'est la prononciation du U qui n'existe pas en espagnol, ni dans beaucoup d'autres langues d'ailleurs. Pour prononcer le son U, la bouche prend la même forme que pour prononcer le son O, mais vous allez essayer de prononcer le son I. Ça va donner U. Et vous pouvez aussi souffler légèrement, comme dans salut. Il y a quelques sons que les élèves détestent en français. Le 1, le on et le en. Et pourtant, ces sons-là, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est très important en prononciation en français. Dans la vidéo qui suit, je vous explique comment bien les prononcer correctement. En français, il existe 3 sons nasaux. Le 1, le en et le on. 1, en, on. Certaines personnes diront qu'il en existe 4. Particulièrement dans le sud de la France, on va faire la différence entre 2 sons 1, le 1 et le 1. Personnellement, c'est une différence que je fais pas et je prononce uniquement le son 1. Le premier son, c'est le son 1. Par exemple, le matin. Pour prononcer correctement le son 1, la bouche prend la même forme que pour prononcer le son I et ensuite le son devient nasal. I, 1. Et on garde bien la langue à plat dans la bouche. I, 1. On a beaucoup de façons d'écrire le son 1 en français. D'abord avec les lettres IN. On l'a vu dans le matin ou bien le jardin. Avec les lettres IM comme dans simple ou bien impossible. Avec les lettres AIN comme dans train ou bien humain. Avec les lettres AIM comme dans la faim. Avec les lettres EIN comme dans la peinture ou bien un rein. Et je suis désolée, la liste est toujours pas finie. Avec les lettres IEN comme dans un chien ou bien rien. Et enfin, on peut aussi l'écrire UN comme dans un et chacun. Et c'est justement sur cette orthographe que l'accent va peut-être changer selon la région, où dans le sud, on prononcera plus souvent un et chacun. Voilà, ça fait une grande liste pour le son 1, mais retenez qu'on retrouve toujours au moins la lettre I ou la lettre U. Ensuite, on passe au son en. Par exemple, manger. Pour le son en, la bouche prend la même forme que pour prononcer le son A. Et ensuite, le son devient nasal. Encore une fois, on garde bien la langue à plat dans le fond de la bouche. A, en. Et ici aussi, on a plusieurs façons d'écrire le son en. Avec les lettres AN, comme dans
un ange ou bien la France. Avec les lettres AM, comme dans une lampe ou bien un vampire. Avec les lettres EN, comme dans le vent ou bien une aventure. Avec les lettres EM, comme dans un empereur ou bien remplir. Ici encore, on a plusieurs possibilités d'orthographe, mais retenez qu'on va toujours retrouver la lettre E ou la lettre A accompagnée d'un N ou bien d'un M. Et enfin, le dernier son, c'est le plus simple, c'est le son ON. Comme dans un citron. Pour le son ON, la bouche prend la même forme que pour le son O et ensuite le son devient nasal. Encore une fois, en gardant la langue à plat dans la bouche. O, ON. Ici, on a seulement deux possibilités d'écrire le son ON. D'abord avec les lettres ON, comme dans un lion, ou bien un bonbon, ou bien avec les lettres OM, comme dans compter, ou bien un prénom. Alors maintenant que vous savez tout, petit test. Je vous donne exactement 10 secondes pour lire la phrase qui s'affiche à l'écran. La réponse, c'est 500 chatons chantant 500 chansons. 500 chatons chantant 500 chansons. Place au test maintenant. On va voir dans la vidéo suivante 5 mots difficiles à prononcer en français. Dites-moi dans les commentaires si vous y arrivez ou pas. Le français, c'est complètement illogique, la prononciation, c'est hyper compliqué, vous écrivez plein de lettres mais vous ne les prononcez pas. Ça, c'est une des choses que j'entends très souvent quand on parle de prononciation en français. Et pourtant, c'est pas si compliqué. C'est beaucoup plus logique qu'en anglais, par exemple. Through, thought, though, tough. Pour chacun des mots, je vais vous donner 5 secondes pour le prononcer chez vous avant de vous donner la bonne prononciation. C'est parti avec le premier mot. Brouillard. Brouillard. Le brouillard, c'est un nuage qui se forme très près du sol dans des zones un peu humides. Et ce mot se prononce brouillard. On a un son I qui est fait par les lettres I et 2 L. En français, on retrouve très souvent cette suite de lettres I, L, L et ça fait le son Y. Par exemple, une fille, une bille, du maquillage. Et dans le mot brouillard, on ne prononce pas le D final. Comme très souvent en français, on ne prononce pas la dernière consonne du mot. Et une petite subtilité, attention à bien faire la différence entre le son OU et le son U. Ici, on a les lettres OU qui font le son OU, brouillard, qui est différent du son U, qui est fait par la lettre U toute seule. Si c'est quelque chose qui vous pose encore problème, sachez que j'ai un cours de prononciation avec beaucoup d'exercices pour vous entraîner à bien faire la différence entre OU et U. Je vous laisse le lien en description. Deuxième mot. Heureux. Heureux. Ici, le mot commence par un H. Et en français, on a beaucoup de mots qui commencent par la lettre H, mais cette lettre est toujours muette. On ne la prononce jamais. Donc ici, la lettre ne fait aucun son. Ensuite, on a les lettres EU qui ensemble font le son E. C'est un E fermé. Et le X final est encore une fois une consonne muette. La dernière consonne du mot ne se prononce pas. Donc, on a le mot heureux. Heureux. Mot suivant. Chirurgie. Chirurgie. Dans ce mot, les lettres C et H font le son ch. C'est le cas la plupart du temps en français. Les lettres C et H font le son ch, mais elles font parfois aussi le son que.
C'est le cas pour les mots d'origine grecque, très souvent. Par exemple, un orchestre, un chœur, une orchidée, etc. Ensuite, c'est ce que je vous disais, il faut bien faire la différence entre le son U et le son OU. Dans le mot chirurgie, on utilise le son U. Une petite astuce pour réussir à bien prononcer ce son, vous allez placer la bouche comme si vous vouliez dire le son O, et en gardant la forme de la bouche, vous allez essayer de prononcer le son I. Ça va donner U, U. Et c'est le son qu'on veut utiliser en français. Et ici, à la fin du mot, on n'a pas une consonne, mais une voyelle muette. Très souvent, quand la lettre E est à la fin du mot, elle est muette. Et dans ce cas-là, quand elle est après une voyelle, on l'entend absolument pas. Le dernier son du mot, c'est le son I. Chirurgie. Le prochain mot, c'est pas vraiment un mot, c'est une très courte phrase. On en a un. On en a un. Alors je sais qu'ici c'est un petit peu difficile d'enchaîner tous ces sons nasaux. Si vous voulez aller encore plus loin, j'en parle dans mon cours de prononciation. Mais ce qui va nous intéresser ici et ce qui va beaucoup vous aider quand vous allez prononcer cette phrase, c'est les liaisons. En français, très souvent, quand un mot termine par une consonne et que le mot suivant commence par une voyelle, on fait ce qu'on appelle une liaison. C'est-à-dire qu'on va prononcer les mots comme si ils ne formaient qu'un seul mot. Donc, on ne va pas dire ici on, en, a, un. Si vous prononcez la phrase de cette façon, on comprendrait même pas le sens. On est obligé de faire une liaison. Donc, on fait une première liaison entre le N et le E. On en. Et on fait une autre liaison entre le N et le A. On en a un. On en a un. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de répéter. On en a un. Et enfin, le dernier mot de ce défi. Une infrastructure. Une infrastructure. En français, on a très souvent des syllabes composées de plusieurs consonnes, dont la deuxième est souvent la lettre R. Et je sais que c'est assez difficile pour les étrangers de prononcer des sons comme tr, fr, bre, etc. Ici, on a la syllabe fra, infrastructure. Et ce que je vous conseille, c'est de décomposer les sons. On va d'abord s'arrêter un petit peu sur le R. Le R en français, il pose parfois problème parce que c'est un son un peu plus dur que dans les autres langues. Pour prononcer le R français, essayez d'imaginer que vous faites des gargarismes dans votre salle de bain. Donc ça va donner R, R, R. Et ensuite, vous allez prononcer les autres sons avant et après. On va commencer avec le son F qu'on enchaîne avec le son R, F, R. Plus vite, fr, fr, fr. Et ensuite, le R et le A. R, A, R, A, ra, ra, ra. Et maintenant, tout ensemble. F, R, A, fra, fra, fra. Est-ce que ça fonctionne? Essayez de prendre le temps et de recommencer plusieurs fois. Mais avec un peu d'entraînement, ça va venir. Et ça va être la même chose pour les autres syllabes. Infrastructure. Pour le son tru, faites la même chose. Décomposez le son T, le son R, le son U qu'on a vu aussi précédemment. Infrastructure. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a autant de lettres en français qui ne se prononcent pas? Dans cette vidéo spéciale Halloween, je vous explique tout sur les lettres fantômes en français. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Vous devriez. Vous en avez un juste sous les yeux, juste ici. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le mot genou s'écrit avec un X au pluriel,
mais le mot GNU s'écrit avec un S? Pourquoi on écrit le mot pharmacie avec un P et un H qu'on prononce F, alors qu'on écrit le mot 8 avec un H qu'on ne prononce pas? Et qu'est-ce que c'est que cet accent circonflexe qu'on retrouve un peu partout? Les fantômes du passé du français. Si vous apprenez le français, je suis sûre que vous vous êtes déjà dit « Mais pourquoi cette langue a une orthographe aussi compliquée ?» Non, l'explication est un peu plus longue que ça. Le français est loin d'être une langue avec une orthographe phonétique. En espagnol ou en latin, chaque son correspond plus ou moins à une lettre. En français, on aurait pu choisir cette logique, mais on a préféré raconter des histoires à l'intérieur des mots. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ces histoires de fantômes. Je vais commencer par vous raconter l'histoire du premier fantôme de la langue française, la lettre X. Vous avez peut-être vous aussi appris cette règle de grammaire. Les mots qui se terminent en OU prennent un S au pluriel, sauf bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ces mots ont de si particulier pour qu'ils prennent un X au pluriel qu'on ne prononce même pas en plus? Vous voulez vraiment savoir ce que c'est que ce X? C'est le fantôme d'un moine copiste qui nous hante encore aujourd'hui. Et pas n'importe quel moine. Un moine paresseux. Ce X, ce n'est même pas une vraie lettre. C'est une abréviation. Au Moyen-Âge, les moines copistes étaient chargés de recopier les manuscrits. Et comme c'était un travail très long, ils ont inventé quelques abréviations. Ce symbole, par exemple, était utilisé pour remplacer la suite de lettres US qu'on retrouve très souvent en latin. Petit à petit, de copie en copie, on pense que le sens de ce symbole a été un peu perdu et qu'on l'a confondu avec la lettre X. Par exemple, le mot cheval existait déjà au XIIe siècle. Un cheval des chevaux? Pas à ce moment-là. À cette époque, le pluriel du mot cheval était chevaus, qu'on prononçait à peu près comme ça. Chevaus, chevaus. Et comme je vous l'ai dit, les moines utilisaient cette abréviation pour remplacer les lettres US qui a ensuite été confondues avec la lettre X. Et un jour, il a sûrement dû se passer quelque chose de ce genre-là. Un moine a dû se dire « c'est un peu bizarre d'écrire chevax alors qu'on dit chevaus. Allez, je pense qu'il manque un U, je le rajoute. » Et boum! Et ensuite, la diphtongue AU, AO, s'est transformée en O qu'on prononce aujourd'hui en français standard. Chevaux. Et à partir de cette abréviation, on a créé cette règle un peu chaotique des pluriels en X. C'est donc pour ça qu'on se retrouve avec des mots avec des pluriels différents comme genou et gnou, par exemple. Et imaginez un peu cette histoire. Les pluriels en X ont hanté les cauchemars de générations et générations d'étudiants, tout ça parce que des moines voulaient gagner un peu de temps. Bande de feignasses. Et le fantôme de ces moines, on le retrouve encore dans d'autres mots. Le mot 8, par exemple. Pourquoi ce H? Le mot 8 vient du latin octo. Et on voit bien qu'il n'y a pas de H au début du mot. Cette fois-ci, on a ajouté une lettre pour une question de lisibilité. Au Moyen-Âge, la lettre U et la lettre V étaient confondues dans l'alphabet latin. Si on écrivait ceci, on ne savait pas s'il fallait le prononcer vite ou 8. Alors, pour que les choses soient claires, on a ajouté un H. Et c'est la même histoire pour les mots huile et huître qui viennent du latin oleum et ostrea sans H. Ok, alors les H des mots huile, huître et huit ne se prononcent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le mot pharmacie? Pourquoi les lettres P et H font le son F?
Au cours de son histoire, le français a connu un phénomène de relatinisation de son orthographe. Par exemple, pendant des siècles, on a écrit le mot corps, C-O-R-S, phonétiquement. Même chose pour le mot doigt, qu'on a retrouvé orthographié D-O-I dans le roman Perceval de Chrétien de Troyes, écrit aux alentours de 1180. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui a longtemps été réservé aux élites de la population, aux clergés, aux clercs, aux nobles, aux moines dont on a parlé, et tous parlaient également le latin. Et le latin était la langue de référence, la langue la plus prestigieuse. Il ne fallait pas que le français s'en éloigne trop. Donc, on a ajouté quelques lettres pour que les mots français ressemblent à des mots latins. C'est pour ça que le mot corps s'écrit avec un P aujourd'hui, parce qu'il vient du latin corpus. Et même chose pour le mot doigt, auquel on a ajouté le G et le T, qui vient du latin digitus. C'est ce qui s'est passé avec le mot pharmacie. On l'a retrouvé orthographié pharmacie avec un F dans un manuel de chirurgie datant de 1314. Plus tard, il s'est transformé en pharmacie avec un P et un H. Le fantôme du latin pharmacia est passé par là. Et si on veut être encore plus précis, les mots où on utilise l'orthographe PH sont des mots d'origine grecque qui sont arrivés en français à travers le latin. C'est le cas de orthographe, alphabet, euphorique, philosophie et encore tellement d'autres. Et bizarrement, ce n'est pas le cas de fantôme. Le mot fantôme vient du grec phantagma, qui a donné le mot fantasme d'ailleurs. Et le mot phantagma est arrivé directement de Grèce sans passer par le latin. Il a été apporté par les habitants de Phocée jusqu'en Gaule où ils ont fondé la ville de Marseille, la cité phocéenne, avec un P et un H évidemment. Et bizarrement, à l'époque où on a relatinisé le français, on a oublié le mot fantôme. Coïncidence? Mais il y a encore un autre fantôme dont on n'a pas parlé. Ce petit accent circonflexe. Le mot grec phantagma a continué à évoluer au cours des siècles jusqu'à donner fantôme en ancien français et aujourd'hui fantôme. La syllabe a subi ce qu'on appelle un amuissement. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on a arrêté de prononcer un son. Le son S à la fin de la syllabe a disparu. Mais ce n'est pas le seul. Énormément de mots ont aussi connu ce phénomène. Pendant longtemps, on a continué à écrire ce S qui était devenu muet jusqu'à se décider à le remplacer par un accent circonflexe. Et si on compare des mots français à d'autres langues, c'est encore plus évident. Le mot forêt se dit par exemple forest en anglais, foresta en italien. Le mot château se dit castle en anglais, castello en italien. Le mot août, le mois de l'année, se dit August en anglais, agosto en italien. Et prenons le mot tôt en français. Ce mot signifie rapidement et ça signifie aussi tôt le matin. Et on a encore une fois le fantôme de ce S disparu. Le S du mot tostus en latin qui veut dire brûler, griller. On pense que le sens du mot a évolué, qu'il a d'abord voulu dire cuit rapidement et qu'ensuite il a pris le sens de rapidement ou bien tôt de bonne heure. En anglais, le mot toast veut toujours dire cuire rapidement, faire griller quelque chose. Et il est même revenu en France puisqu'on a maintenant le verbe toaster. Et je trouve ça très intéressant de penser que quand on se lève tôt le matin, on mange des toasts. Pour terminer et pour vous motiver, je vous donne 5 bonnes raisons de continuer à étudier la prononciation en français.
Vous devez vous concentrer sur votre prononciation en français pour 5 raisons. Numéro 1, c'est plus facile que ce que vous croyez. Numéro 2, pour augmenter votre confiance en vous-même. Numéro 3, pour avoir des interactions plus authentiques avec des francophones. Numéro 4, pour parler couramment, plus rapidement. Et numéro 5, parce que vous ne serez jamais plus aussi jeune qu'aujourd'hui. La prononciation en français a la réputation d'être un petit peu difficile. Et c'est donc quelque chose que les élèves et parfois les professeurs aussi ont tendance à négliger. Mais à mon avis, c'est une grosse erreur. Pourquoi ? La prononciation en français, c'est moins difficile que ce que vous croyez. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous parliez anglais. Alors on va comparer rapidement les deux langues. En français, on a officiellement 16 voyelles phonétiques. Mais on pourrait dire que la plupart des gens n'en utilisent que 14. En anglais, il y en a environ 20. Et c'est même plus compliqué que ça parce que ça va dépendre des dialectes, des accents, des pays, etc. Mais c'est pas tout. En anglais, si on n'a jamais entendu certains mots, c'est impossible de deviner comment ils se prononcent. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Weak, earth, steak, hard. En français, il y a des règles de prononciation bien définies. Et comme leur nom l'indique, elles sont très régulières. La phonétique du français fonctionne principalement par groupe de lettres. Le groupe de lettres E-A-U fera toujours le son O. Beau, château, jumeau, anneau. Toujours. Ce dont vous devez vous rappeler, c'est qu'il y a souvent beaucoup de façons différentes d'écrire le même son. Donc vous voyez que la phonétique en français, c'est un petit peu plus simple que la phonétique en anglais. Il suffit juste d'avoir une bonne méthode. Travailler sur votre prononciation, c'est aussi génial pour augmenter votre confiance en vous. Il n'y a rien de pire que d'essayer de commander au restaurant et que le serveur ne comprenne pas ce que vous dites. Ça nous est tous arrivé, à moi aussi, et c'est vraiment frustrant et décevant. J'ai beaucoup d'amis qui ont appris le français et qui sont allés en France et ils m'ont raconté quand j'étais en France, quand je voulais commander au restaurant, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Alors, premièrement, on va parler de ce cliché qui est les Français font exprès de ne pas comprendre. Peut-être que c'est vrai pour un petit pourcentage de la population, mais je peux vous assurer que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Peut-être que vous avez appris le français en répétant les mots que vous avez appris, mais que vous ne connaissez pas vraiment les règles de prononciation. Et si vous arrivez au restaurant et que vous essayez de deviner le nom des plats plutôt que de lire la carte en utilisant les règles, alors on va avoir du mal à vous comprendre. Encore une fois, en comprenant les règles de prononciation en français, ce sera beaucoup plus simple de lire. Mais en plus d'augmenter votre confiance en vous, vous aurez aussi des interactions plus authentiques avec les francophones. Alors, on va parler de quelque chose qui peut vexer parfois parce que ça peut faire un petit peu de mal à notre ego. Mais il y a une différence entre avoir un accent fort et compréhensible et avoir un accent fort mais incompréhensible. Et malheureusement, c'est la vérité. Si votre accent rend la façon dont vous parlez incompréhensible, il y a de fortes chances pour que les Français aient du mal à comprendre ce que vous dites ou aient du mal à rester concentrés quand ils vous écoutent. Et je me souviens quand j'ai commencé à donner des cours particuliers que j'avais un élève qui avait un accent tellement fort que j'avais vraiment du mal à comprendre ce qu'il me disait. Je pense que vous me connaissez un petit peu maintenant, donc non, je ne faisais pas exprès de ne pas comprendre ce qu'il me disait, c'était vraiment difficile pour moi. En fait, il avait jamais vraiment pris le temps d'étudier les bases de la phonétique, les bases de la prononciation, et il prononçait les mots un petit peu au hasard, en plus en prononçant des lettres muettes très souvent. Ça rendait ces cours particuliers vraiment très difficiles parce que moi, je devais faire de gros efforts pour me concentrer et essayer de comprendre ce qu'il me disait.
Et lui ne pouvait pas vraiment progresser en faisant autant d'erreurs de prononciation. Un jour, j'ai décidé de lui en parler parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et on a revu vraiment toutes les bases. Pour lui, ça l'a énormément aidé et il a pu petit à petit corriger sa prononciation. Une bonne prononciation, ça va aussi vous aider à parler couramment plus rapidement. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Si vous avez une meilleure confiance en vous et si vous avez des interactions plus authentiques avec des francophones, alors vous allez progresser beaucoup plus vite. En plus, en travaillant sur votre prononciation, les sons du français vont devenir beaucoup plus familiers pour vous. Donc vous aurez une meilleure prononciation, mais vous aurez aussi une meilleure compréhension des francophones. Et enfin, la dernière raison pour laquelle vous devriez travailler sur votre prononciation, c'est que vous ne serez plus jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Donc oui, je sais, c'est un petit peu dramatique dit comme ça, mais c'est vrai. Vous savez que les enfants peuvent apprendre des langues sans accent, les adolescents aussi, et pour les adultes, c'est un petit peu plus difficile, mais pas impossible. Et effectivement, plus on est jeune, plus on a une meilleure écoute et une meilleure capacité à reproduire les sons qu'on entend. C'est pour ça qu'il faut se concentrer le plus tôt possible sur la prononciation. Si vous ne le faites pas dès le début, il est très probable que, comme l'élève dont je vous ai parlé juste avant, vous preniez de mauvaises habitudes et ça c'est plus difficile à corriger plus tard. Si vous commencez dès aujourd'hui à travailler sur votre prononciation, vous serez très content de vos résultats d'ici 1 mois, d'ici 2 mois et imaginez où vous serez l'année prochaine. J'espère qu'après cette vidéo, vous aurez envie de continuer à approfondir le sujet. Si c'est le cas, vous pouvez trouver en description le lien de mon cours de prononciation Flawless French Pronunciation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à télécharger le guide de prononciation. Il est extrêmement complet et gratuit. Et je vous dis à très bientôt.